entretien avec la maire de Chanteloup-les-Vignes, une maire au cœur de la ville, Catherine Arnoux. La légende urbaine dit que Jean-Louis Borloo prend conscience de l'urgence lorsqu'il vient ici, lorsqu'il rencontre Pierre Cardot, et découlera de cette rencontre ce qu'on a appelé le plan Borloo. Je suis arrivé un soir de novembre, en 2002, je crois, parce que j'adore Cardot. Et je suis allé le voir, on a fait le quartier. Il me disait, mais j'en peux plus, quoi. J'ai l'impression de régresser, que ça se dégrade, que ça s'aggrave. Puis on va à sa mairie, et au moment de monter, je lui dis, mais comment tu... Il me dit, mais j'ai pas de moyens, Jean-Louis. Puis il y avait 2 ampoules, une dénudée allumée et l'autre pas allumée. Il me dit, mais j'ai pas les moyens de changer l'ampoule. Bonjour Catherine Arnoux, vous êtes Bonjour. la maire de Chanteloup, vous êtes la vice-présidente aussi du conseil départemental. Elles marchent les ampoules là maintenant, hein? Alors, rassurez-vous, on est toujours ville pauvre, mais les ampoules marchent, oui, effectivement. Pas toutes. Les habitants vous diront pas toutes. Et alors c'est une légende urbaine ou pas que, au fond, l'idée de la politique de la ville et le plan Borloo, c'est né à Chanteloup? Alors oui, Jean-Louis Borloo, ça va, il a toujours été attaché au territoire de Chanteloup. Oui, c'est sans doute né ici pour une première raison. C'est qu'on était quand même à la fois un symbole et un exemple de cet urbanisme gigantesque, pas du tout implanté sur le territoire, qui était arrivé comme ça, comme un champignon. Mais par contre, la ville était restée à l'échelle humaine. Et c'est ce qui d'ailleurs, dans l'évolution de cette ville, a fait ses difficultés au départ, mais fait sans doute une partie de ses réussites. C'est l'échelle humaine. C'est une ville de 10 000 habitants, qui est passée de 8 000 à 11 000, de 11 000 à 8 000, voilà, qui revient vers 11 000. Mais donc c'est une échelle qui est une échelle grand village. Mais c'est vrai que c'est un peu différent des autres villes de la politique de la ville, hein. Et je pense que Jean-Louis Borloo a d'autant plus facilement, même s'il y était spontanément très près, a plus facilement vu ce qu'on pouvait faire ici. C'est qu'en fait, la taille de la ville permet que si on y met des moyens importants et si tout le monde se met en même temps, il y a des choses qui peuvent durablement changer le territoire. C'est beaucoup moins vrai dans des villes de 50 000, 100 000 habitants, effectivement, où les problèmes sont beaucoup plus enquistés. Le problème, et après je te laisse la parole, c'est que tout est concentré. Nous sommes dans le quartier de la Noé, hein, ici. Et toute la politique de la ville, elle est concentrée dans ce quartier, c'est ça? Alors c'est ça, c'est un seul quartier qui est un quartier de logement social exclusif, comme tous ces quartiers de la Grande Vallée de la Seine dont on vous a raconté toute l'histoire. C'est aussi des quartiers du logement social avec les populations les plus fragiles, hein, puisque vous savez, dans le logement social, on a quelques niveaux et nous, on a dans toutes ces villes de la Vallée de la Seine. Alors donc on a eu jusqu'à 82% de logement social quand Pierre Cardot était maire. Et puis après, on est resté très longtemps entre 82 et 75, et actuellement, on est à 44. Vous avez des convictions assez fortes sur la question de la politique de la ville, justement. Vous avez fait partie de la commission Borloo, et vous parliez de ces mesures qui sont éparpillées, alors que vous dites justement qu'il faut à la fois la question de l'éducation, la formation, la rénovation urbaine, etc. Aujourd'hui, quand vous voyez la manière dont ce plan est utilisé, qu'est-ce que vous en dites? Alors, vous avez vu que ce plan avait été rejeté dans un premier temps, mais J'étais là. Oui, effectivement, on l'a vu ensemble. Quelques mesures, et pas des moindres d'ailleurs, ont été reprises, mais ont été reprises les unes derrière les autres, sans vision globale et sans cohésion dans la volonté politique. Alors, des mesures très importantes de la cité éducative, heureusement qu'elles sont sorties. Et tous ceux qui n'avaient pas travaillé dans le plan Borloo, mais qui ont bénéficié de ces cités éducatives, disent bien que c'est pratiquement l'alpha et l'oméga de la nouvelle façon d'orienter et de travailler l'éducation dans nos quartiers. À la limite, je me demande si ça ne vaudrait pas pour toute la France, hein. Mais en attendant, sur nos territoires, le principe de dire nous sommes tous acteurs de l'éducation. C'est-à-dire que nous avons tous une part, quel que soit notre rôle dans une ville, nous avons tous une part. Il faut que nous le fassions en partenariat, en bonne symbiose, et surtout qu'on ait comme seul objectif la réussite de l'enfant,
quel que soit, et sans qu'on ait prédéterminé sa réussite. Parce que la réussite, ça s'appuie sur ses propres compétences. Et donc l'enfant aura la réussite qu'on lui permettra d'avoir, mais sa réussite ne sera pas celle du voisin, elle ne sera pas celle qu'on a mis en tant qu'adulte, et qu'on a prédécidé. C'est ça le principe. Et je trouve qu'ici, en plus, tous les acteurs se sont vraiment mobilisés pour dire on travaille ensemble pour la réussite de l'enfant, chacun avec son savoir-faire, mais en s'appuyant sur d'abord la compétence de l'enfant. Et vous avez mêlé les deux, puisqu'il y a le côté scolaire avec la cité éducative, mais le côté urbain, puisque tout est construit ensemble, tout va ensemble. Ah ouais, alors ça c'est exceptionnel, et heureusement qu'il y a un plan numéro 2, oui. Mais ça c'est super important. D'abord parce que ce territoire, cette école et tout ça avait besoin effectivement qu'on ait un nouveau regard sur elle, et le nouveau regard ça se fait aussi sur un nouvel urbanisme, avec un nouvel urbanisme. Mais c'est d'autant plus important qu'en fait on construit les lieux qui sont une cité éducative qui inclura maternelle, primaire, centre de loisirs, une médiathèque, la maison des parents, la maison des familles, le collège, la restauration pour tous. Il a été construit par les propres acteurs, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé accompagnés pendant 2 ans environ, pour petit à petit poser les pions pour que ce qu'on définit comme lieu de travail en commun soit vraiment ce qu'ils ont voulu et ce qui correspond à ce qu'ils ont fabriqué ensemble comme histoire. Donc c'est comment on travaille ensemble, pérééducatif et moi enseignante, dans un même lieu, en étant chacun à la fois chez soi, chez l'autre, mais toujours l'enfant chez lui. Et donc en fait ils ont mis 2 ans à fabriquer ce cahier des charges pour fabriquer le lieu, un lieu qui est quand même assez énorme, et qui correspondra en fait à leurs actions au quotidien, à leur fonctionnement au quotidien. Et l'architecte, alors, il va se plier à ça? Eh ben, ça a été toute la difficulté. Ça a été toute la difficulté. Alors, la difficulté, ça a été d'abord d'accompagner toutes ces bonnes volontés pour vraiment travailler, pour faire le travail en commun, et qu'on soit tous d'accord après, que ce travail est vraiment en commun, qu'il n'y en a pas une institution, parce qu'on est quand même entre institutions, qu'une institution, s'installe plus que l'autre, Mais c'est aussi l'avantage, c'est d'avoir fait un concours d'architecte où l'architecte savait déjà que sa proposition qui serait retenue serait une proposition évolutive. Donc il a été retenu en début 2020, et depuis 2020 il continue à élaborer son projet et à faire avancer son projet en fonction du travail qui est fait par les différentes équipes. Et voilà, et on est en train de le poser, le projet là, et maintenant on a commencé ce travail-là début 2019 et on le pose mi-2022. Et avec une petite particularité à Chanteloup. Alors ça, on a sauté sur l'occasion parce qu'on l'avait pas prévu. On s'était dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un travail à un endroit où les enfants sont encore présents? On l'avait déjà vécu. Ça, c'est super compliqué pour les enseignants, pour les enfants. C'est quand même beaucoup de bouleversements, de démolir à droite, reconstruire à gauche et tout ça. Et non, on s'est dit on fait table rase et on trouve un lieu et on fabrique un lieu intermédiaire qui va durer 2 à 3 ans, où ça sera à la fois le lieu de ce que j'appelle le brouillon. Mes équipes ont horreur de ça, mais le brouillon, c'est pas un mauvais terme, c'est de dire, eh bien, tout ce qu'on a pensé depuis 2 ans et demi, on va le mettre en application là, ce qu'on appelle la Cité Champeau, qui est pas très loin, qu'on a construit spécialement pour ça. Et pendant ce temps-là, on va élaborer complètement ce qu'on remettra dans la cité éducative. Justement, et pour rester sur la question de l'architecture, justement, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce qui a été fait du passé et les erreurs à ne plus reproduire en matière d'architecture? Alors, si on pouvait ne plus reproduire d'erreurs, je serais ravie. C'est formidable. Je suis jamais complètement convaincue. Non, c'est vrai qu'ici, les erreurs sont flagrantes. Ne pas penser une ville sans penser la vie de l'habitant, parce que c'était ça. Ça a été une ville idéale selon un architecte. Milaggio. Mais cette ville idéale a été idéale pour le moment où il l'a construit. Or, on est obligé de se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire comment évolue une population. C'est que les données économiques restent pas stables. Voilà, et puis le chômage arrive. Et puis qu'en plus, une ville, ça vit. Et donc, comment penser l'urbanisme de demain en pensant que ça va vivre, que ça doit s'inclure. Alors moi, je demande par exemple à tout ce qu'on a fait, et on a
beaucoup construit, parce que les habitants, en fait, il y a 15 ans, ils voulaient tous partir de Chanteloup. Enfin, la cité, les demandes de logement étaient en dehors de Chanteloup. Maintenant, il y en a que 2 ou 3 qui veulent partir, ils veulent tous rester dans des endroits différents, soit dans le HLM et dans un appartement plus grand, soit devenir propriétaires, soit... donc, en fait, ils sont demandeurs de rester dans ce qui a fait leur vie, parce qu'ils y ont pris leur part. Mais il faut, à mon avis, construire, c'est pas le seul élément, mais il faut, à mon avis, construire comme si ça s'était fait au fil du temps, et non pas amener un geste architectural, un a priori. L'a priori architectural, l'architecte il l'a, oui. Mais nous, on doit avoir le sentiment qu'il faut que ça vive pour les habitants d'aujourd'hui, les habitants de demain, les habitants d'après-demain. C'est-à-dire que quand la population évolue, comment évolue le lieu? Et donc tout ce qu'on a fait construire là depuis 15 ans, il faut que ça s'intègre avec les nouveaux usages, avec les nouveaux publics, alors on gagne jamais complètement, hein, mais et puis surtout. Et surtout, c'est fini, à mon avis, ce temps on impose une densité énorme dans un territoire qui va devoir l'absorber avec difficulté. On fait toujours quelque chose encore à l'échelle humaine, jamais plus de 50, 60 logements, de façon à ce que les habitants ne soient pas considérés comme des étrangers dans un territoire, mais s'intègrent très vite et prennent leur part dans l'évolution de ce territoire. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites dans cette politique des quartiers de la ville par les maires. Et vous avez lancé avec d'autres maires, d'ailleurs, le Conseil national des solutions. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que pendant longtemps, les maires qui avaient des quartiers de la politique de la ville étaient un peu considérés par l'État comme des emmerdeurs qui venaient demander, qui venaient quémander. On a l'impression que c'était en train de changer et qu'on est en train de s'apercevoir qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont fait des expérimentations, des choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché, mais on peut choisir, et que ce sont les maires qui influencent aujourd'hui la politique de l'État. Alors ça serait beau. Vous aimeriez que ça soit comme ça, en tout cas. On aimerait que ce soit comme ça. Oui, on est un certain nombre de maires que nous connaissons depuis longtemps, qui viennent de la France entière, de tout parti politique, et qui ont en commun d'avoir des quartiers et d'avoir eu des politiques de proximité, et d'avoir porté les politiques des habitants plus que imposer des politiques institutionnelles. Et on s'est aperçu, et on en parle très souvent, on s'est aperçu qu'en fait, si nos quartiers allaient plutôt un peu mieux, ou s'il y avait des choses formidables qui se faisaient, c'était le fait de l'énergie du territoire, de l'énergie des habitants. Et qu'il y avait plein de solutions locales qui avaient comme avenir d'être déclinées nationalement. Alors on l'a vu petit à petit, mais en fait, on est tellement le nez sur le guidon qu'il faut se retourner 20 ans en arrière pour s'apercevoir qu'en fait, c'est dans les quartiers que telle chose a commencé, telle chose a commencé. Donc on est parti de ce principe-là en disant... Des problèmes locaux, tout le monde les connaît. Des solutions locales, nous les avons. Souvent, elles sont ignorées ou elles ne sont connues que du territoire qu'il fait. Et alors qu'elles ont la possibilité d'être pensées d'une façon plus nationale. Et puis surtout, elles ont la possibilité de ne plus être cette politique descendante, qui dit... Il faut faire ça, et en fait, ça ne s'applique pas au quartier. Nous, l'idée, c'est vraiment, il y a des solutions locales. Ces solutions locales, on les évalue localement. On s'aperçoit qu'elles ont une vraie portée positive, et donc on se pose la question de savoir si elles ne peuvent pas se décliner ailleurs. D'abord, ça rend les gens extrêmement fiers de porter des solutions locales, extrêmement mobilisés. Puis en plus, il y a un truc qu'on sait très bien faire, hein, parce qu'on nous l'a appris depuis 30 ans, c'est évaluer. On nous demande toujours de nous évaluer, nous. Oui, vous le faites, oui. Comme si les maires de la politique de la ville étaient moins sérieux que les maires de ville normale. Donc nous, on nous demande toujours de nous évaluer. Mais ok, nous, on s'évalue tout le temps, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des petits pas, il ne faut surtout pas en avoir fait 3 et s'apercevoir que ça ne va pas. Il faut s'arrêter au premier, il faut évaluer, il faut revoir le parcours. Et donc, on a cette politique d'évaluation permanente, elle est dans nos gènes. Il y a comme ça que ça peut marcher, d'ailleurs. Non, mais d'ailleurs, vous dites quelque chose de fondamental là-dessus. Vous dites que les territoires ne sont pas un poids pour le pays, mais des opportunités. Oui, certainement. Et je voudrais d'abord, parce qu'on veut tous qu'on sorte de cette description de nos quartiers qui n'est qu'une description des problématiques, alors qu'en fait, nous avons des quartiers jeunes. Nous avons des quartiers qui ont une énergie d'enfer. Alors c'est un peu normal l'énergie. Hein. L'énergie, c'est quand
Rien n'est simple et qu'on doit trouver seul, mais généralement à plusieurs, une façon de sortir d'une problématique. Donc ça donne une énergie d'enfer. Et ça se voit sur nos quartiers. Le nombre de jeunes qui veulent créer leur entreprise, le nombre d'associations qui créent des dispositifs nouveaux, voilà, le nombre d'habitants qui viennent se mobiliser pour des causes alors que leur vie ne les prédestinait pas à ça. Il y a une énergie d'enfer. Nous sommes des quartiers jeunes, une énergie d'enfer, des savoir-faire, des micro-savoir-faire locaux qu'on arrive à décliner. Et donc, en fait, si on met tout ça bout à bout, ben on s'aperçoit que c'est quoi la France de demain ? C'est la France de sa jeunesse, c'est la France de l'énergie, c'est la France du savoir-faire. Eh ben, nous avons tout ça sur nos quartiers. C'est-à-dire ce que dit un peu Jean-Louis Borloo, hein, c'est par ces quartiers qu'on va arriver à faire une nation. Hein. C'est parce qu'il se passe de bien dans ces quartiers, quoi. C'est ça la Mais oui, parce qu'en plus ces quartiers, enfin, les habitants de ces quartiers, ils ont quand même aussi une particularité, c'est qu'ils regardent très peu en arrière. Ils regardent toujours en avant. Ils pensent leur avenir. Plus que penser leur passé. C'est aussi le fait que le passé est court sur nos quartiers, le passé a été compliqué sur nos quartiers, donc en fait, ils se projettent vers l'avenir. Mais c'est peut-être un peu ça qu'on demande à la nation, c'est de projeter vers l'avenir. Ou tout simplement d'être réaliste. Je crois qu'ils sont pragmatiques à un moment donné. Je crois que les quartiers aujourd'hui sont devenus pragmatiques, donc quand on ne peut pas, on fait. Voilà. Il y a Raphaël Sodini, qui était le préfet à l'égalité des chances, donc on a interviewé au début de cette émission, disait la politique de la ville, ça marche. Notamment l'éducation, ça marche bien, la cité éducative. Il y a peut-être encore un problème concernant l'emploi et l'insertion. Vous partagez ce jugement ? Oui. Il y a un problème. Oui, parce que ce qu'on fait dans le domaine de l'éducation n'a pas encore porté ses fruits. Non, bien sûr. Ce sont des dispositifs et des avancées trop récentes. Il faut au moins 15 ans pour voir si ça va porter ses fruits. Ça les portera. Mais oui, on a des vrais problèmes de formation chez les jeunes. On a des vrais problèmes d'envie collective. En fait, ce qu'on monte là depuis quelques années dans beaucoup de nos territoires, c'est donner aux jeunes la possibilité d'arrêter de s'interdire. Parce qu'en fait, il y a eu pendant très très longtemps, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu pendant très très longtemps des interdictions programmées, quoi. L'avenir était programmé sur ces jeunes, sur certains métiers, sur certaines formations. Le plafond de verre. Voilà, le plafond de verre. Or en fait, je crois que d'abord leur redonner leur liberté d'oser, leur liberté d'arrêter de s'interdire. Et puis après, c'est à la société de les accompagner quand ils ont le courage d'arrêter de s'interdire. Et c'est ça aussi. Donc la formation, elle est basée là-dessus. Ici, on a par exemple, je ne sais pas si vous en parlerez, mais depuis pas mal de temps, un dispositif avec l'ESSEC qui s'appelle Une grande école, Absolument. Pourquoi pas moi ? Mais c'est vraiment le dispositif phare qui est vraiment, vous ne vous interdisez pas, et pas parce que vous avez le courage et l'envie, nous, on se doit de vous accompagner. Mais alors, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on fait un pas en avant, on en fait 10 en arrière ? Parce que cette discussion, on l'a eue sur... moi qui suis pas mal engagé sur ces sujets depuis une vingtaine d'années, en 2006-2007, après la révolte des banlieues, il y a eu tout un mouvement qui est né de ça. Et avec, à la conclusion, la fameuse filière égalité des chances, qui visait à... Bon, moi, j'ai été parrain de la chaire égalité des chances de Dauphine, par exemple, où justement... L'objectif, c'était de casser ce plafond de verre et d'emmener des jeunes qui jamais n'auraient pensé aller dans ces grandes écoles y aller. Mais j'ai l'impression on va faire un pas. Quand il y a un autre gouvernement qui arrive derrière, on recule. Quand il y a d'autres qui prennent le pouvoir, on reprend peut-être un tout petit peu parfois. Mais ce n'est pas une question de politique générale. Et après ça, au niveau de la formation, quand vous parlez de la formation, est-ce qu'on n'a pas dévalorisé justement la formation, contrairement à des pays comme l'Allemagne qui ont toujours valorisé la formation et qui mettent en avant, parce qu'on a l'impression que ce sont des filières garage lorsqu'on va en formation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renouer avec ça ? C'est là qu'il y a de l'emploi en plus. Absolument. Alors, c'est là justement que le fait d'inverser la tendance et d'arrêter de lutter contre l'échec scolaire, qui a quand même été les programmes réguliers depuis 20 ans. On essayait d'arrêter l'échec scolaire. Je pense qu'il faut complètement inverser et on est en accompagnement de la réussite. Et quand on accompagne la réussite en fonction de la compétence de l'enfant,
On n'a plus de problème de savoir si une formation est qualifiante, pas qualifiante et tout ça. On accompagne l'enfant en fonction de sa propre compétence. Et nous, on n'a pas à dire ce que sera son avenir. Son avenir, on doit le porter, on doit l'accompagner. Et dans ces cas-là, on n'a plus de hiérarchie dans les formations. La formation, aller dans une formation pour passer un CAP ou aller dans une grande école, c'est la même qualité de réussite. C'est simplement, ça accompagne la volonté et l'envie de l'enfant. C'est complètement différent. Mais il y a quand même un changement de paradigme, c'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les écoles dans ces quartiers, c'était pas forcément les meilleurs, les établissements scolaires, même si les enseignants se donnaient beaucoup. Là, c'est l'excellence qui vient dans ces quartiers avec la cité éducative notamment. C'est l'excellence qui vient de ces quartiers, mais l'excellence, en fait, elle s'appuie sur les enfants qui sont là. Elle ne crée pas une excellence sortie de nulle part. Elle s'appuie sur les compétences des enfants qui sont là. Elle s'appuie sur la volonté des parents d'accompagner. Moi, je suis stupéfaite depuis... c'est fini le temps... Enfin, en tout cas, ici, c'est fini la période de l'enfant, du parent qui abandonne. C'est fini. Ouais. Vous demandez aux enseignants, demandez au principal de collège, vous verrez la qualité du suivi et le volontarisme des parents maintenant. Pourquoi ? Parce que ils ont quand même été exclus très longtemps. Hein. Et ils ont été exclus pour plein de raisons, parce que leur parcours avait été chaotique pour eux-mêmes, et puis parce que spontanément, on ne les considérait pas comme un co-éducateur. Absolument. À partir du moment où ils sont co-éducateurs, et qu'ils existent dans cette éducation faite par tous, eh bien, en fait, ils jouent complètement leur rôle. Et je peux vous assurer qu'ils sont sacrément présents. Hein. Mais, et en même temps, on a quand même un déficit souvent dans ces quartiers. Et justement, c'est peut-être là où les structures comme les mairies ou les associations peuvent faire un vrai boulot. C'est sur la question de la culture générale. Souvent, dans ces quartiers, les gens qui sont issus de ces quartiers, quand ils arrivent, par exemple, dans les grandes écoles, la première année, par exemple, elle va consister à avoir des mentors qui vont les accompagner sur la question de la culture générale. Comment on peut remédier à ça aujourd'hui ? Parce que c'est le fondement de cet échec, entre guillemets, là-dessus. D'abord parce que la culture générale, c'est l'ouverture des yeux sur tout, sur la vie, sur l'art, sur la géographie, sur la musique. Enfin voilà, la culture générale, c'est ça, hein. C'est ouvrir ses yeux sur tout. Donc d'abord leur apprendre à ouvrir les yeux sur autre chose que ce qui est leur quotidien. Effectivement, il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller chercher ailleurs des partenariats. Et il faut que ces partenariats-là soient sûrs qu'ici aussi il y a une richesse qui sera la culture de demain. Parce que c'est ça aussi. C'est à la fois leur ouvrir les yeux, mais il faut qu'ils participent à la culture de demain, c'est-à-dire qu'ils participent à l'art de demain. On a par exemple un partenariat avec le Théâtre Montansier. On a un partenariat avec l'Opéra Comique. Mais c'est eux qui viennent pour accompagner des tranches d'âge, voilà, en faisant en fait de la culture, en faisant de la culture qui est à la fois la culture un peu ancestrale, mais culture adaptée à ce qu'est la France en 2022, ce qu'est la France de nos quartiers aussi en 2022. Et en fait, ce partenariat est extrêmement riche. Vous verriez les gamins au Théâtre Montansier, alors évidemment, nos loulous qu'on voyait en visio, ils nous disaient « C'est Versailles ici, c'est Versailles ici !» Parce qu'ils n'oublient pas ce qu'est leur culture de la télévision. Il y avait de la lumière. Mais bien sûr, il y avait de la lumière. Mais c'est génial combien, en plus, les gens du Théâtre Montansier étaient super fiers de l'attention des gamins et combien les gamins étaient super fiers de l'attention qu'on leur portait. Enfin, moi c'est un truc gagnant-gagnant, ça. Absolument. Donc effectivement, la culture, dans la politique de la ville, culture et sport, ça fait absolument partie. Et le sport comme facteur d'intégration, bien sûr. De notre capacité d'évoluer, de grandir, de vivre comme les autres Français. Il y a une question, tu en parlais tout à l'heure avec Roi de Massénia, c'est celle de l'image quand même des quartiers. Elle reste très, très présente. En fait, c'est ça le plus compliqué. Et je pense que c'est de ça aussi qu'on souffre encore et dont on va souffrir longtemps. Et il faut vraiment... Alors là, on est tous responsables de l'image de nos quartiers. Et on est tous responsables que l'image change. Et ça aussi, ça c'est un message qu'il faut passer, qu'il faut qu'on porte tous, habitants d'une ville comme ça, c'est qu'il faut qu'on contribue à changer l'image de nos quartiers et surtout pas à rester dans cette espèce d'ambiance misérabilisme qui a quand même été cette ambiance-là de la politique de la ville. Oui, on est fiers d'habiter ici, oui, on est fiers de grandir ici, on est fiers de réussir ici. Mais s'il n'y a pas de fierté sur un territoire, l'image ne changera pas. Elle n'est pas que le fait des médias, elle est aussi le fait de notre façon d'aborder notre propre avenir. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas plus profond que ça ? Parce que entre la perception qu'on peut en avoir soi
de ces quartiers. Je peux vous dire que la plupart d'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, ils sont très fiers de leur quartier. Oui. Ils le revendiquent. Bien sûr. Oui, Je vois, moi qui suis rappeur, je vois la plupart on dirait que c'est leur maman, en fait, leur quartier. Quand ils le revendiquent avec une telle force. Et d'ailleurs, ça crée même des conflits avec d'autres quartiers, parfois, tellement ils revendiquent leur quartier. Mais c'est plutôt le regard des autres. Et ça, comment on peut faire pour que ça change là-dessus? Alors moi, je suis un peu simpliste. Hein. Le regard des autres change si ce regard est accompagné d'une envie. Il faut qu'en fait, on nous envie. Il faut qu'on nous envie de notre réussite, là où rien n'était programmé pour la réussite. Il faut qu'on nous envie. Quand j'ai commencé la cité éducative, il y a un directeur départemental de l'éducation nationale de l'époque qui m'a dit « Mais attendez, Madame Arnoux, si ça réussit, mais tout le monde va vouloir venir chez vous, vous vous rendez compte, vous n'arrivez pas à supporter. » J'ai dit, mais le jour où ça m'arrive, le jour où ça arrive à Chanteloup, mais enfin, attendez, là, il n'y aura plus de sujet d'image des quartiers. Eh ben, c'est ça, je pense qu'il faut donner envie. Il faut que cette réussite, à un moment donné, elle apparaisse au grand jour, et il faut donner envie. Un petit mot quand même sur votre métier. On était avec Pierre Cardot en début d'émission, qui était votre prédécesseur, avec vous pour conclure cette émission. Sur ce métier de maire, qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les jours, quoi, en disant, parce que c'est pas le métier le plus simple parmi les maires, je suppose, d'être maire d'une ville comme Chanteloup. Oui, alors c'est un peu compliqué. Moi, je crois, en fait, je suis pas sûre que j'étais fait pour être maire, mais je suis sûre que j'étais fait pour être maire de Chanteloup. Et c'est pas pareil. C'était un peu ce que disait Pierre Cardot, d'ailleurs. Ouais. Hein. C'est un territoire qui prend aux tripes. C'est un territoire qui prend aux tripes, d'abord parce qu'il y avait une discrimination, une inégalité entre territoires que portait Chanteloup qui était insupportable, vraiment insupportable. Et moi, lutter contre l'inégalité, c'est pratiquement, j'ai ça dans les tripes. Mais c'est aussi parce que les habitants vivent dans l'affectif, vivent dans la relation affective, vivent dans l'envie de faire ensemble. Alors la relation affective, c'est je t'aime pas, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas toujours je t'aime, mais au moins c'est, moi j'ai vraiment le sentiment là que c'est pas la ville, c'est une succession de personnes cette ville. Et quand on arrive à Chanteloup, vous savez, c'est comme le Nord. Hein. On pleure en arrivant. Et on pleure en repartant. D'ailleurs, on ne repart pas. On ne repart pas. Mais justement, il y a un film qui s'appelle Les Promesses de Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert et Reta Kateb et qui s'est un peu inspiré de vous et de votre directeur de cabinet, Rémi Engrand, que je remercie parce que il a été le véritable rédacteur en chef de cette émission. Et justement, j'ai rencontré Thomas Kruithof qui parle un peu de la façon dont il s'est inspiré de votre couple, si je peux dire, pour les rôles d'Isabelle Huppert et de Reta Kateb. J'ai rencontré Catherine un peu au milieu du développement du scénario et j'avais déjà suivi, je l'avais déjà un peu vue dans diverses interventions médiatiques et donc voilà, j'avais envie de la rencontrer, j'avais envie aussi de rencontrer elle et ce duo, puisque dans le film on raconte un duo entre Isabelle Huppert et son directeur de cabinet Reta Kateb. J'avais envie aussi de rencontrer son directeur de cabinet Rémi Engrand. Mais voilà, il y avait chez Catherine certaines des choses que j'imaginais un peu chez le personnage et qui ont participé un peu à l'enrichir, mais oui, c'était une rencontre assez inspirante, Catherine Arnoux, probablement, pour pas mal de raisons, quelque chose de singulier chez elle que je ne saurais pas complètement expliquer, mais quelque chose aussi d'une énergie, une détermination, une franchise. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait fait comme métier avant d'être mère et qu'elle m'a dit qu'elle a été médecin, ça m'a fait changer le background du personnage du film et je me suis dit ah oui, dans le personnage comme Catherine a été médecin avant, mais j'imaginais Catherine médecin. J'imaginais la manière dont elle pourrait s'adresser à un patient, comme elle pourrait s'adresser à un citoyen, c'est-à-dire d'une manière claire, d'une manière pratique, active.
moi j'étais toujours étonné dans des villes de la taille de Chanteloup, ou même dans des villes plus grandes, à quel point en fait un maire est exposé aux habitants en permanence, quoi. Il y a des permanences, enfin quand je dis il y a des permanences, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux dans son emploi du temps pour recevoir des habitants, un par un, étudier leurs problèmes, etc. Et puis en plus, c'est aussi un métier qu'on n'arrête jamais. Dès qu'on marche, surtout quand on habite dans sa ville, voilà, on est tout le temps exposé un petit peu aux problèmes et parfois à des choses très chaleureuses, des choses très 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 positives, mais cette espèce de mélange permanent de vie qui nous assaille quand on fait ce métier-là, voilà, est assez frappant. Et effectivement, pour le film, Catherine a été une des figures vraiment inspirantes pour construire le personnage, quoi. C'est pas mal, on parlait de l'image, hein, l'image de la mère de Chanteloup qui devient Isabelle Huppert, c'est quand même bien, hein, pour... Non, pour Isabelle Huppert, oui. Bien pour Isabelle, bien oui. sûr. Ah bah, c'est ce que attention, je disais. Patrice. Et pour Aïda Katab qui devient Rémi Engrand. Voilà. Mais alors, c'est une folie quand même d'être maire d'une ville, pour avoir fait plusieurs campagnes avec des candidats qui m'avaient demandé de les accompagner à des périodes. Quand vous marchez dans la rue, je me demande comment on fait pour garder son calme en permanence, pour avoir toujours l'énergie de continuer à faire ça. Et vous, quelles seraient les prochaines étapes pour vous au niveau national, par exemple? Je vais répondre à la question d'avant, que je la préfère à la question d'après. Dans le film, Isabelle Huppert, on lui propose à un moment de devenir ministre, d'ailleurs. Mais alors, moi, je pense que d'abord, j'avais jamais rien programmé dans ma vie, et ça m'a sauvé, puisque du coup, on n'a pas peur de l'avenir, puisqu'on n'a pas programmé. Hein. C'est un peu Pierre Cardot, et quand je dis c'est un peu, c'est complètement Pierre Cardot qui est venu me chercher et insister lourdement. Il pourra vous raconter que ça a duré quelques années, parce que j'avais pas tout compris de ce que je pouvais faire. Enfin, je veux dire, comment je pouvais servir. Une fois qu'on a compris, après, il y a plus tellement de sujets. Alors, comment garder son calme? D'aucuns diront que je ne le garde pas tout le temps. Et en plus, je me revendique avec mes colères, mes foucades. J'ai le droit, je trouve que ça fait partie du personnage. J'essaie de le retenir parce qu'on doit toujours essayer de se retenir, c'est un principe. Mais on a le droit aussi de temps en temps, trop c'est trop, on a le droit de temps en temps de dire ça va pas assez vite, c'est plutôt ça qu'ils entendent. Non mais on a le droit, on a le droit d'être entier. Hein. Moi je considère les habitants, c'est pareil, mes interlocuteurs, c'est pareil. Des adultes. Hein. Ils ont leurs qualités, leurs défauts, et c'est un tout. Hein, et donc il faut prendre les gens dans leur totalité. Mais vous n'avez pas posé la question, mais il y a une chose aussi dans un territoire comme ça. On est porté, poussé par les équipes, on est poussé par les associations, on est poussé par les habitants. Je vais vous dire, vous allez le voir tout au long de ces interviews, on est poussé par des équipes qui y croient terriblement, qui savent à quoi elles servent, qui savent pourquoi elles se lèvent le matin, et des équipes qui se projettent dans l'avenir. Et ça, je vais vous dire, déjà, ne jamais les décevoir, et puis surtout avoir toujours ce rôle de toujours les entraîner. C'est une vie ensemble, hein, que nous avons. Il ne faut pas qu'il y ait des éléments qui cèdent. Donc en fait, on est une espèce de grande famille qui avons une énergie d'enfer pour faire évoluer ce territoire. Et en plus, être maire, c'est être concret, c'est de voir comment comment il peut y avoir une amélioration dans une problématique individuelle, mais dans une problématique collective aussi, de voir comment le territoire peut évoluer. Alors l'urbanisme, c'est pas tout, mais l'urbanisme, il y a des choses qui se voient, de suivre les gamins et de voir à 15 ans ce qu'ils sont devenus, alors qu'à 7 ans, on était très inquiets pour eux. C'est ça, voir au quotidien l'évolution des gens, des habitants d'une ville. Et c'est comme ça. Être médecin, c'est la même chose. Et pour être concret, c'est quoi la prochaine étape? Alors, j'ai pas de prochaine étape parce que je pense que être maire. Alors, je vis une période formidable aussi parce que je suis au département des Yvelines et je suis au département des Yvelines sur les actions politiques de la ville, renouvellement urbain et insertion. Et sur Activity aussi. Hein. Donc Activity, insertion. Et donc c'est complètement complémentaire. Je m'enrichis de ce que j'apprends ici pour avoir une politique plus globale, qui est la politique départementale, mais qui est juste l'échelon au-dessus. Et je pense que c'est les échelons qui me vont bien.
Merci. Merci beaucoup, Catherine Arnoux. Rost, merci. Je crois qu'on a essayé de donner de ce qui se faisait en réalité dans cette ville de Chanteloup. J'espère qu'on aura donné une bonne image. Enfin, je crois, en tout cas, nous, on a été assez frappés par le dévouement, l'investissement de tous ceux qui sont... C'était très enrichissant. On a l'impression qu'on resitue l'être humain au centre du débat. Et c'est ça le plus important. Quand on considère l'humain, je pense qu'on fait les choses autrement et on les fait certainement mieux. À très vite pour un nouveau numéro. C'était le premier numéro de Tribune. Merci encore à Rémi Engrand, grâce à qui cette émission a pu voir le jour. Merci beaucoup, Catherine Arnoux.